Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci surtout d'avoir été très très patients. On reçoit aujourd'hui Karine Schrenzel dans les matinales Leader éclairé. Karine, bonjour. Bonjour, désolée pour le retard, nous avons eu quelques péripéties informatiques. Oui, il semblerait qu'effectivement, c'est le cas, ça arrive. Complexe, mais nous y sommes arrivés, c'est le principal. Donc, en fait, merci d'avoir accepté cette invitation, Karine, où on va parler de leadership. On va parler de bifurcation de modèle économique, en fait, de comment est-ce qu'on met en œuvre les choses et comment ça peut, comment vous faites avec vos deux sociétés, enfin, vous en avez même peut-être plus, certainement plus, mais avec les Trois Suisses et avec Rue du Commerce. Comment est-ce qu'on réussit à mobiliser, à remobiliser des collaborateurs dans des périodes de crise, dans des périodes difficiles où justement il faut réinventer son modèle économique. Donc, sujet bien d'actualité. Donc voilà, avant de parler de tout ça, donc je voudrais d'abord remercier, comme je le fais habituellement, je vais prendre un petit moment, même si on est en retard, pour remercier tous les partenaires qui sont les nôtres et qui nous accompagnent tout au long de ces matinales, puisqu'on est au 25e grand dirigeant qu'on reçoit dans ces matinales pour témoigner du leadership. Donc, nos partenaires presse et à la fois nos partenaires institutionnels et nos groupes de partenaires. Je tiens particulièrement à remercier Femmes Ingénieurs, PWN, Lyon, dans lequel je fais partie, et qui nous aident à diffuser les matinales et qui sont toujours présents à nos côtés. Donc, merci pour eux. Je me présente rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui reviennent au fur et à mesure des matinales et qui voient les replays. Donc, merci à vous de le faire. Donc, je suis Muriel Montagnier. Je dirige mon cabinet que j'ai fondé il y a 12 ans et qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation et de la transformation maintenant. Et en fait, notre métier depuis 12 ans, notre passion, c'est l'humain. Et notre métier, c'est d'accompagner justement les entreprises dans toutes les transformations culturelles, managériales, transformations organisationnelles. On travaille sur l'excellence opérationnelle aussi, à fort enjeu humain. Donc j'allais dire, notre credo est là où notre spécificité, c'est la capacité qu'on a à mobiliser les talents dans ces transformations-là et à faire en sorte qu'on puisse engager les collaborateurs dans toutes ces transformations qui sont vraiment vitales pour une entreprise parce qu'il s'agit de mettre en œuvre une stratégie, de la rendre à la fois opérante et efficiente en fait. Donc c'est le chemin le plus difficile. On peut avoir une très très belle vision, encore faut-il qu'elle puisse s'installer et se déployer sur le terrain dans des très bonnes conditions. Nous, on veille à ce que tout se fasse bien de manière à ce que les collaborateurs puissent vivre pleinement et s'épanouir pleinement dans les entreprises. Donc, et pour ce, on a 3 pôles, un pôle conseil avec des consultants en conseil, un pôle formation, on est organisme de formation, et un pôle coaching. Pour justement, avec ces 3 pôles d'expertise, on est en capacité d'accompagner tout ou partie des projets, en fait, de très grands projets jusqu'à des plus petits projets. Donc voilà, ça c'est pour HMR Consulting. Et puis en 2019, eh bien, j'ai créé et voulu fonder la Fabrique des leaders éclairés. Et c'est là que vous êtes aujourd'hui. Vous faites un pas pour ceux qui nous rejoignent dans cet écosystème. Donc, je voulais que ce soit un écosystème qui soit vraiment dédié au leadership. Pourquoi? Parce que je suis très consciente, et ça l'était moi en 2019, que ça l'est aujourd'hui encore plus après les épisodes et les crises qu'on est en train de vivre successives et cette évolution de monde. C'est accompagner les bifurcations qu'on est en train de vivre, permettre aux dirigeants et aux managers de pouvoir développer d'autres formes de leadership pour pouvoir répondre aux enjeux d'actualité, aux différentes crises et la complexification du monde et à cette incertitude. Donc, dans cet écosystème, je voulais qu'il y ait des gens qui puissent éclairer, et Karine en fait partie. C'est effectivement des dirigeants qui nous expliquent le chemin qu'ils ont parcouru, eux, comment ils se sont pris et comment est-ce qu'ils changent leur paradigme dans leur entreprise. Je voulais pouvoir donner des outils aussi pour pouvoir grandir et avoir son plein potentiel de leadership et changer ses paradigmes de leadership. On conçoit des parcours expérientiels et immersifs avec des pédagogies complètement innovantes pour travailler sur le leadership. On a un laboratoire qui est un peu en sommeil, mais qui devrait reprendre l'année prochaine avec des chercheurs pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut impacter sur le leadership nos entreprises et nos modèles économiques de demain. Et puis c'est aussi d'actualité, puisque je vous partage l'actualité, c'est les clubs de dirigeants. Donc ça fait 2 ans qu'on a monté des clubs au niveau national. Et là, la nouveauté de la rentrée et notre ambition, c'est de l'élargir à l'international en fédérant 10 entreprises, grands groupes cofondateurs, donc plus de 20 000 salariés, cofondateurs du club international.
et qui fédèrent 10 de leurs top managers. Donc, c'est le fameux 10-10-10, 10 entreprises qui cofondent, qui mutualisent leurs 10 top managers pour fonder 10 clubs. Donc voilà, donc là, je fais un appel pour ceux qui voudraient d'abord tester le club. On fait des séances de découverte et vous pouvez vous inscrire aux prochaines séances. Et puis, pour les entreprises qui souhaitent encore nous rejoindre dans ces 10, il y a quelques places de disponibles pour être vraiment cofondateurs. Eh bien, elles peuvent nous contacter pour pouvoir rejoindre ces entreprises cofondatrices. Voilà, je donne pour ceux qui sont en direct, il y a 3 call to action. Vous pouvez être rappelé, s'inscrire à une séance de découverte ou s'inscrire aux prochaines matinales. La prochaine étant effectivement le 20 octobre prochain avec Alexandre Sobo. On passe de l'high-tech à l'industrie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas high-tech, l'industrie, parce qu'elle est en train de se transformer aussi. Alexandre Sobo est le DG de Lot, mais pas que. Il est aussi le président de France Industrie. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Karine pour qu'elle se présente. Et puis, comme on fait d'habitude pour ceux qui nous suivent, moi je vais commencer par lui poser 2 questions à Karine. Les 2 questions, ça va être quels sont les défis majeurs auxquels elle fait face dans le contexte d'entreprise actuel. Donc le e-commerce, on a parlé de bifurcation du modèle économique, la croissance interne et externe. Comment elle fait face à ces défis? Quelle culture de leadership elle a choisi pour réussir ces défis? Ça sera mes 2 premières questions. Et je vous invite dans le chat, et faites-le parce que c'est ce qui crée l'interactivité aussi avec nous, à pouvoir lui poser des questions. Et puis Karine s'est engagée à pouvoir, quand elle le souhaite, faire un ping-pong et pouvoir vous répondre en direct live. C'est tout l'avantage du live qu'on est en train de vivre. Mais Karine… J'ai ouvert le chat, comme ça je vois vos questions. Parfait, super. Voilà, Donc Karine, je vous laisse vous présenter, présenter les défis qui sont les vôtres et nous parler de leadership. Très bien. Bonjour Muriel et bonjour à tous. Donc, déjà, je vais me présenter, hein, Muriel. Donc, je suis Karine Schrenzel. J'ai cofondé le groupe Shop Invest, qui est un groupe de e-commerce qui détient aujourd'hui un certain nombre de sites de e-commerce. Les premiers sites un peu moins connus, mais avec lesquels j'ai démarré et que j'ai créé ou racheté, que sont par exemple Men Corner, Lemon Curve, Déclic Déco, des verticales à chaque fois. Et puis, j'ai également racheté en 2018 3 Suisses et 2020 Rue du Commerce. Donc, un gros deux magnifiques marques, une marque patrimoniale française 3 Suisses, donc dans la mode et la déco, et puis Rue du Commerce sur l'high-tech et l'informatique en 2020, qu'on a racheté à Carrefour. Voilà en quelques mots. Par ailleurs, je suis aussi maman de 3 enfants, mariée et associée avec mon mari. Voilà, pour une présentation succincte. Donc, moi, je reviens à… Vous disiez, en 2020, vous rachetez effectivement Rue du Commerce, mais avant changement de modèle économique, si on se concentre sur les 3 Suisses, en fait. Vous rachetez les 3 Suisses, modèle économique, et on se souvient, qui est plutôt basé sur le papier, qui est plutôt basé effectivement, qui est tout papier, en fait, et qui est dans sa transition, qui est plutôt mal en point, si je comprends bien. Comment vous êtes pris pour… d'abord, pourquoi les 3 Suisses, vraiment? Et comment vous êtes pris justement pour transformer et changer ce modèle économique, en fait? En fait, alors, je dois d'abord pas tout m'attribuer. Il y avait quand même eu des transformations qui avaient été initiées avant le rachat, puisque évidemment, c'est une marque qui a 90 ans, donc il y a peu de marques françaises aujourd'hui qui peuvent se dire qu'elles ont plus de 90 ans d'ailleurs. Donc bientôt centenaire, mais surtout, c'est une marque qui effectivement était l'ancêtre finalement du e-commerce au départ, puisque c'était le premier à faire dans les ventes par correspondance, dans les premiers, avec la Redoute, hein, donc en fait, voilà, on a commencé à regarder. En fait, en 2016, ça a été à vendre par un groupe allemand, un très gros groupe allemand qui détenait à l'époque 3 Suisses. On voulait racheter. Moi, j'adorais la marque. Je me disais qu'il y a des choses formidables à faire. Mais pour être honnête, on s'est proposé, mais on a perdu le deal. Donc, ça a été forcément une grande déception. Surtout qu'on avait déjà prévu toute la stratégie qu'on voulait mener et tout ce qu'on avait prévu de faire pour la transformer et la remettre, à la fois garder son ADN mais créer un trait d'union entre l'histoire et le passé, et également la moderniser comme on souhaitait le faire. Donc ça a été 2016, et en 2018, les acquéreurs donc ont eu quelques problèmes parce que c'était pas des pure players. Ils nous ont dit voilà, on a des problèmes avec le système technique, etc. On n'arrive pas à transformer complètement la marque.
de par les outils etc. Et donc, à ce moment-là, on a discuté et en 2018, ça aboutit finalement au rachat de 3 Suisses par notre groupe Shop Invest et donc par Olivier et moi-même. Voilà, donc fin 2018. Là-dessus, on se dit, c'est une marque patrimoniale. On veut non pas la recréer à deux, mais la recréer avec les Françaises et les Français. Et donc, on a lancé une grande initiative, Imagine 3 Suisses, avec les clientes et pour participer à la renaissance de la marque. Donc, qu'est-ce qu'elles attendaient de la marque? Ou d'ailleurs les anciennes clientes qui n'étaient plus clientes, pour vraiment réfléchir de façon assez collaborative, que ce soit via les réseaux sociaux ou via notre base de données, sur comment imaginer le futur de 3 Suisses. Et de là est né plusieurs idées, dont certaines on avait déjà une forte intuition. J'ai envie de dire que j'avais la forte intuition qu'il fallait absolument relancer un peu de print et de catalogue papier quand même, parce que c'était une Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. Et donc, effectivement, c'est ce qui est vraiment remonté de toutes les discussions qu'on a pu avoir. Donc, on a relancer le print. Ça, c'était donc un catalogue. Alors évidemment, c'est plus un bottin pour ceux qui s'en rappellent, comme on a pu connaître. C'est des petits catalogues plutôt inspirationnels, mais en tout cas, ça permet de renouer avec l'ADN de 3 Suisses. Le deuxième élément, évidemment, on s'est dit que c'était une marque française et responsable, qui avait du sens, des valeurs, et on a essayé au maximum sur nos marques propres. Bien sûr, on a aussi des marques partenaires, mais sur nos marques propres, de produire plus localement et plus de matières naturelles. Donc, la dernière collection, 3S Réédition, où on réédite justement les grands succès, puisque la mode est un éternel recommencement. On réédite des succès antérieurs, on les modernise, on les change un peu, mais on l'a produite entièrement en France. Donc ça, c'est un virage qu'on avait pris dès 2019. Ce qui finalement nous a aussi porté chance, puisque après est venu le Covid, etc. Donc d'avoir des circuits courts, une réactivité a été quand même aussi finalement très très porteur. Alors évidemment, quand on veut rester une marque accessible, on se doit aussi de rogner sur les marges, parce que fabriquer en France et finalement à prix abordable, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut fabriquer en France dans du luxe sans problème, quand on veut garder des prix quand même très accessibles. Il y a forcément des modifications de business plan et de compte de résultats à mener. Donc voilà. Donc on a quand même réussi cette transformation de fabrication française et en tout cas proche import, Italie parfois, etc. Pardon, Muriel? Non, je croyais que... Non. Et voilà. Et donc, on a mené cette transformation. Et en fait, finalement, ce qui a, je pense, fonctionné et amené l'adhésion, c'était aussi le fait que, justement, ça a été une réflexion globale, une réflexion collaborative d'anciennes clientes, de clientes actuelles, de clientes qui ne commandaient plus mais qui avaient été de bonnes clientes, etc., etc. Et évidemment, de façon entièrement gratuite, de manière à ne pas biaiser les réponses par des gens qui voulaient juste avoir un code réduc ou voilà. Donc voilà un petit peu pour la transformation de 3 Suisses. Bien sûr, tout ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible, mais après, on a évidemment transformé en profondeur tous les outils. Et donc, la première chose, et la chose essentielle quand on rachète une société, même si c'est moins visible et moins glamour, c'est de transformer le système IT sur lequel on a évidemment migré, et c'était la première action d'ailleurs qu'on a faite. Donc, on a migré tous les anciens systèmes techno sur notre techno Shop Invest, puisqu'on a une seule plateforme technique qui est mutualisée pour l'ensemble de nos sites de e-commerce. Et donc, c'est toujours ce qu'on commence par faire quand on rachète une société. Donc, on a commencé par migrer toute cette plateforme et cette dette technique, si je peux dire, parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de millefeuilles d'anciennes plateformes techniques qui se superposaient, qui rendaient effectivement l'exploitation difficile et une moins bonne réactivité pour le consommateur. Quand, Karine, vous avez récupéré la boîte, il y avait combien de collaborateurs, combien sont restés dans l'aventure, en fait? En fait, ça a été assez... il y avait beaucoup de gens dans le Nord. Nous, on est basé à Paris, donc ça a été compliqué. On a fait beaucoup de prestats, puisqu'on a en fait travaillé en grande partie avec les gens qui vendaient, et ils ont aussi gardé un certain nombre de personnes, puisqu'eux étaient déjà du Nord, étaient déjà basés à côté de Lille, et
Et donc, voilà, eux ont travaillé, on a encore des gens qui travaillent parfois, enfin voilà, on travaille encore de façon très proche. Ça a été une acquisition qui se passe bien. Parfois, c'est plus compliqué, il y a des négos plus compliqués. On en reparlera peut-être avec Rue du Commerce à Carrefour. Et là, ça a été complètement différent. Là, on a repris au moment de l'acquisition. On a repris, c'était à Paris, c'était basé à Saint-Ouen, donc c'était beaucoup plus facile. Mais sur 3 Suisses, ça a été plutôt. Il y avait déjà, honnêtement, beaucoup de gens qui, entre l'Allemagne, ça avait été racheté quand même 5 ou 6 fois avant nous. Donc, il y avait déjà eu quand même beaucoup de mouvements. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu, d'un point de vue humain, encore entre ceux qui étaient restés ou qui avaient été basés en Allemagne, qui étaient déjà plus dans la société, puisque ça appartenait à un gros groupe allemand avant nous, puis dans le Nord, etc. Ça n'a pas été un changement culturel fort. Si on veut parler de changement culturel, ce sera plutôt Rue Ducos, où c'est vrai que nous, on a une culture très entrepreneuriale. Et on a racheté au groupe Carrefour, qui est un gros groupe français, comme tout le monde le sait, et où là, il y avait vraiment un changement culturel important dans la façon de réfléchir. Et puis avec nous, notre ADN web, donc web, on va très très vite, il faut que tout puisse être changé en 1 heure, en 2 heures. Enfin, c'est le propre du e-commerce, c'est d'être dans la réactivité absolue, permanente. Et effectivement, c'est plutôt là où il y a eu des vrais changements culturels à mener. De par l'histoire de Rue Ducos, et en plus avec aussi un changement de stratégie important. Donc, je ne sais pas si je peux directement en parler, mais sur Rue du Commerce, quand Carrefour a racheté, ils ont donc essayé d'ouvrir un maximum de catégories pour être un grand généraliste. Et nous, à l'inverse, quand on a racheté, on s'est dit qu'il faut renouer avec l'ADN de Rue du Commerce, qui est de vendre des produits informatiques, donc de l'ordinateur, des composants ordinateurs, et puis de l'high-tech, donc des télés, de la téléphonie, de l'électroménager, et non pas vendre... on pensait qu'en tout cas sur Rue du Commerce, on n'avait pas forcément de légitimité à vendre une nappe de table ou des cuillères ou une jupe. Donc, on a refermé toutes ces catégories. Donc, c'est vrai que c'est très difficile parce que ça faisait des années que Carrefour voulait en faire un généraliste. Moi, j'étais convaincue au rachat que, sans le citer, nous avons déjà un très gros généraliste qui fait très bien son travail en Europe et aux États-Unis. Il y en a un autre en Asie. Et donc, voilà, et c'est des rouleaux compresseurs dans le e-commerce. Et je pense que d'essayer de se positionner face à ces rouleaux compresseurs, c'est très difficile. Et donc voilà. Et donc, en toute humilité, je pensais que c'était mieux de, au contraire, se recentrer sur le savoir-faire initial de la boîte, des fondateurs d'ailleurs qui avaient créé au départ Rue du Commerce avant que ce soit racheté. Et donc là, on a voulu donc fermer tout un tas de catégories, recentrer sur l'high-tech, recentrer sur l'informatique, en ouvrant toutes ces nouvelles catégories qui avaient émergé depuis, qui sont je ne sais pas si ça parle à vos auditeurs, mais plutôt à des jeunes, mais en tout cas, tout ce qui est la catégorie e-sport, gaming, etc., qui sont quand même des segments en très forte croissance et qui me semblait être intéressant d'adresser au sein de Rue du Commerce. Donc d'abord un changement vraiment stratégique, donc de catégorie de produits qu'on voulait porter, de ce qu'on voulait amener aux consommateurs. La volonté forte de développer un certain nombre de services parce que justement c'est ce qui permet de nous différencier, donc de la location longue durée pour que les produits aient une deuxième vie, la reprise produit également pour que à nouveau ils puissent être repris et voilà, on a tous un smartphone qui traîne honteusement dans un tiroir qui sert à rien et voilà, donc ça leur donne une deuxième vie. Donc voilà, tout un tas de services d'assurance, etc. qu'on a développés. Donc voilà, vraiment un changement de stratégie et puis je pense effectivement un changement de mindset important puisque vous l'aurez compris, moi j'ai commencé au tout début vraiment, je suis allée vite mais de zéro et donc j'ai tout fait dans un site de e-commerce, j'ai fait des newsletters, j'ai fait des colis, j'ai fait vraiment tout. Donc il y a un vrai ADN chez nous très entrepreneurial, très hands-on et évidemment c'est moins la culture qu'on a pu rencontrer quand on a au départ racheté au groupe Carrefour, puisqu'évidemment en plus il y avait eu des gens qui venaient de Carrefour qui avaient intégré Rue Ducos et vice versa d'ailleurs, mais du coup voilà, un changement culturel je pense assez important à ce niveau-là. Comment vous l'avez mené en fait justement? Il y avait combien de personnes? Enfin aujourd'hui c'est combien de personnes Rue du Commerce? Une centaine et comment on l'a mené, c'est toujours c'est toujours difficile, hein, il faut pas croire que ça se fait d'un coup de baguette magique. Voilà, d'un coup de baguette magique. Je pense, j'ai envie de dire que, et pourtant ça fait 3 ans,
qu'on continue à le mener tous les jours. C'est pas quelque chose. Voilà, c'est souvent d'ailleurs ce qui met le plus longtemps à changer. On a beau changer un système technique, une logistique, etc. Mais au final, ça reste le plus difficile. Je pense que en fait, il y a il y a des gens qui, je dirais toujours, il y a toujours une grosse partie, il y a une partie de gens qui finalement sont hyper friands, ça c'est la bonne partie, je commence par le facile, du changement, du fait d'être peut-être plus autonome, que les circuits de décision soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus courts, qu'ils aient un accès beaucoup plus direct finalement au manager. Je pense qu'on est très ouvert, on parle à tous les niveaux, les décisions se prennent vite, il y a beaucoup moins de comités, etc. Parce qu'il y avait quand même tout ce qui était... voilà, il y avait différents comités. Donc, je pense qu'il y a toute une partie qui en est satisfaite. Il y a une partie qu'on arrive à amener, mais avec beaucoup plus de pédagogie, mais qui finalement quand même, au départ ont plutôt, non pas le manque d'envie, mais souvent plutôt l'appréhension. Je pense que c'était souvent un sujet d'appréhension, de peur, plus que de manque de motivation. Voilà, de manque de motivation, c'est ça va être différent. Est-ce que du coup, finalement, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je vais quand même apporter quelque chose? Est-ce que je serai comme... Voilà, enfin, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser, etc. Et puis, il y a quand même toujours, il faut être aussi réaliste. Il y a quand même, je pense, certaines personnes où, en fait, ça n'adhère pas. Et quoi qu'il arrive, on a du mal à les faire adhérer. Hein, donc, je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et donc, malheureusement, c'est aussi la vie. Donc, il y a eu parfois des départs et des gens aussi qu'on n'a pas pu accompagner dans cette transition et dans ce changement. Ce qui a été très important et une des premières choses qu'on a faites, c'est que soit Olivier, soit moi, on a vu chacun des collaborateurs essayer de comprendre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils aimeraient changer. Parfois, il y a de très bonnes idées d'ailleurs. Mais je dis toujours après, ce qui est bien, c'est qu'aussi, et c'est ce qu'on essaie d'insuffler, c'est que les idées, il faut aussi les mettre en place. Donc, je dis toujours une très bonne idée, c'est une bonne idée, mais qu'on est capable de mettre en place. Donc, voilà. Donc, souvent, après, ceux qui proposaient des choses, je leur ai dit, ok, allons-y, comment vous prendriez le sujet, etc. Donc, voilà, donc on a passé du temps. Je pense que c'est avant tout du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis être très clair sur la stratégie aussi. On a le premier stand-up, on a expliqué qu'on allait se recentrer sur l'high-tech et sur l'informatique. Je pense que c'est vraiment aussi d'expliquer au fur et à mesure qu'on allait changer la plateforme technique, qu'on allait probablement déménager la logistique, etc., pour avoir des standards plus rapides. Enfin voilà, donc c'est aussi d'être tout à fait transparent sur les différentes étapes d'évolution de la société. Sur ce qui s'y passe, avec ses difficultés, parce qu'on a déjà eu des écueils logistiques, par exemple, assez compliqués à gérer, et parce que déménager, on s'en rend pas compte, parce que nous, on voit juste le colis qui arrive à sa porte, mais en réalité, voilà, il y a des milliers de kilomètres carrés de stock, etc. Donc, il y a des écueils, voilà, de les expliquer sans créer de panique non plus, mais de les expliquer. Et voilà, donc je pense que c'est beaucoup d'explications, de transparence, et puis après, d'essayer d'amener. Et puis alors après, c'est des choses très concrètes, les réunions, les forums de décision, comment ça va se passer, quel type de présentation on a besoin. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui finalement sont le résultat de la culture d'entreprise quand même, mais très factuelles et qui permettent de beaucoup donner des éléments concrets finalement aux gens dans leur quotidien, parce que souvent de leur dire ça va être plus c'est pas le quotidien ce qui est intéressant pour beaucoup enfin voilà, des collaborateurs, et c'est normal, c'est comment mon quotidien va changer. Et donc voilà, donc c'est vrai que par exemple, est-ce que bien ou pas bien, mais c'est vrai que moi les réunions longues, je ne tiens pas. J'ai du mal. Je pense que les réunions, il y a trop de monde, personne n'écoute. Quand je suis arrivée, j'ai vu tellement de réunions où les gens faisaient leur mail pendant la réunion. En fait, j'estime que dans ces cas-là, la réunion, il vaut mieux avoir 3-4 personnes, peut-être 5, mais concentrées et où chacun a son rôle, que d'avoir 15 personnes dans une salle où finalement ça se délite parce que personne n'écoute réellement,
où il coûte 5 minutes juste sa partie. Donc voilà, donc on a changé tout un tas de réunions. Donc ça, c'était très factuel. Le nombre de participants, les durées, les forums de décision. Enfin, voilà. Et ça, c'est le quotidien. Expliquer aussi que parfois, pour prendre des décisions, 5 chiffres dans un mail me suffisent et non pas 80 slides de PowerPoint, parce que finalement, est-ce que j'ai le temps de lire 80 slides à chaque fois pour chaque décision? Pas toujours en plus. Enfin voilà, donc tout un tas de choses très concrètes qui a changé finalement le quotidien des collaborateurs. Et là encore, certains étaient hyper contents de faire moins de slides, d'autres avaient besoin d'être accompagnés, et puis d'autres ne comprennent pas et d'ailleurs, est-ce qu'on a raison ou tort? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein. C'est chaque entreprise a ses habitudes et puis selon la taille et puis selon plein de choses. Évidemment, Carrefour aussi est X millions de fois plus gros que nous. Si on prend à l'échelle mondiale et tout ce que ça apporte, c'est aussi un groupe énorme. Et voilà, donc forcément, c'est pas les mêmes forums. Alors, c'est très intéressant, Karine. On va peut-être un peu plus disséquer parce qu'il y a un truc très, très intéressant. Alors, pour vous, c'est normal parce que vous vivez dans ce modèle-là. Nous qui accompagnons les entreprises, on sait très bien qu'il y a des modèles. La difficulté aujourd'hui, c'est de passer d'un modèle très pyramidal, en fait, leadership hiérarchique, en fait. Comme vous dites, il y a des strates avec des réunions dans les strates, à un modèle beaucoup plus horizontal. Et ce que je lis dans Rue du Commerce, c'est dans ce que vous incarnez, c'est ce modèle horizontal. Alors, vous avez des mots qui sont nouveaux, un forum de décision. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on y fait dans ce forum de décision, comment on prend les décisions, justement, qu'est-ce qui caractérise ce modèle de leadership et d'organisation qui est beaucoup plus horizontal au quotidien. C'est quoi le mindset qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'on prend les décisions? Et j'ai compris ce qui drive les choses, c'est la vitesse et la rapidité d'exécution, en fait. Hein, donc c'est aussi ça. Donc, en quoi ce modèle permet d'être plus rapide dans vos prises de décision et plus efficace aussi, ou plus efficient, en fait? En tout cas, pourquoi ce modèle-là? Comment vous le caractérisez? Alors, comme vous dites, je suis tellement dedans que parfois c'est difficile de l'exprimer ou de lui mettre des mots, parce que voilà, c'est vrai qu'on a grandi nous comme ça. Comment ça se caractérise? Je pense que déjà, c'est la proximité enfin voilà, avec avec les collaborateurs, etc. Moi, je sais que même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, j'interviewe absolument tout le monde quand on recrute. Je vois même les alternants, enfin, même si, voilà, ça, je les vois peut-être que 15-20 minutes à la suite d'un entretien, mais je vois absolument tout le monde parce que je pense que c'est essentiel. Alors, soit Olivier, soit moi, hein, pas forcément moi, mais à la fin, Olivier ou moi, donc mon associé ou moi-même, on voit forcément un candidat avant de lui faire une offre. Je pense que c'est essentiel. Et donc, déjà, ils nous connaissent quand ils arrivent. Enfin, tout le monde il y a un côté, voilà, on essaie de vraiment garder cette proximité, cette implication dans le recrutement, dans les RH, etc. Je réfléchis tout au long du parcours, hein, mais voilà. La deuxième chose, c'est que effectivement, c'est drivé par la rapidité. C'est-à-dire que je dis toujours un projet qui dure plus de 3 mois chez nous. J'essaie. Il ne devrait pas exister. J'essaye. Alors, je ne dis pas que ça marche toujours. On a déjà eu plusieurs fois. On en a 2 notamment où on en rigole régulièrement, malheureusement, parce qu'on en rigole, mais pas parce qu'on en a 2 qu'on n'arrive pas. C'est un peu mais voilà. Mais globalement, sur 80%, enfin en tout cas, le dog, c'est de se dire au bout de 3 mois, un projet il doit être abouti, mené à partir du moment où on le lance. Donc ça, c'est aussi dans la rapidité d'exécution. Je pense que dans les forums, c'est justement que chacun puisse venir. Donc, on fait une fois enfin, chaque semaine, on a un petit point avec tous les chiffres, etc. Et là, chacun peut venir aussi. Et s'il a des idées, mais on se dit oui, non, go, ou donne-moi ces 3 chiffres pour que je puisse décider. Voilà, on essaie de décider très très vite et avec, je pense, des éléments factuels parce que je suis quand même analytique. Hein, avant de tout ça, j'étais en finance et en conseil en strat, hein, donc j'ai quand même été élevée, on va dire, aux chiffres, mais quand même aussi de se dire après, parfois on tente. Alors là, c'est aussi la beauté du web, hein, un site e-commerce, on peut le changer 18 fois dans la journée si on a envie. La homepage d'un site, on peut la changer autant qu'on veut. Donc, c'est aussi lié à notre métier, probablement, cette rapidité, hein, parce que je pense que quand on est dans l'industrie lourde, évidemment, il faut être réaliste. On ne peut pas
tous les jours changer son outil industriel, c'est absolument impossible. Donc bien sûr que je suis tout à fait consciente que ce que je dis là est aussi lié à notre secteur d'activité, mais en tout cas, c'est de voilà très vite pouvoir proposer, encourager, je pense aussi les propositions des différents collaborateurs, c'est-à-dire leur dire à tout niveau, quel que soit votre niveau, tout le monde, les jeunes aussi, encore plus parfois, puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux plus que nous, etc., ont des idées. Une fois, ils m'ont proposé une équipe de e-sport. Ils m'ont dit, tiens, ce serait sympa. On est beaucoup sur le gaming, pas trop sur le e-sport. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un truc qu'on a mené. Voilà, donc c'est d'encourager les propositions, de dire rapidement, bah, par contre, moi, j'aime toujours dire, si vous proposez quelque chose, on trouvera comment, mais il faut que vous ayez envie de le mettre en place, vous ou plusieurs, ce qui permet aussi souvent aux gens de sortir de leur quotidien ou de leur... ça peut être de mener des projets un peu moins habituels ou voilà, et donc ça donne aussi une certaine motivation, je pense, surtout quand c'est eux qui l'ont amené. C'est toujours satisfaisant de voir aboutir finalement une proposition qu'on a pu amener. Et puis voilà, et puis donc d'encourager et de décider assez vite avec, bien sûr, j'ai toujours besoin de grands métriques, mais après je sais très bien que c'est aussi des métiers où voilà, on peut essayer, ça marche moyen, ben on revient sur ce qu'on a essayé, on retente autre chose, etc. Et donc voilà un peu comment le test and learn est assez important chez nous. Donc voilà ce que je pourrais dire, même si j'imagine qu'il y a plein d'autres choses que d'autres diraient sur ça, mais c'est vrai que c'est assez naturel, c'est dans notre quotidien, c'est assez empreint, donc c'est toujours difficile à disséquer. Et donc, du coup, alors ce qui est vraiment super intéressant, c'est aussi que vous donnez les permissions, en fait. C'est-à-dire que chez vous, pour faire éclore les idées, et c'est quelquefois le problème qu'on a dans des plus grosses structures où, en fait, on dit aux gens, mettez une boîte à idées, mais on ne se met jamais en œuvre. Oui. On a ici la boîte à idées, ça ne marche pas très bien. Voilà, hein, c'est se dire, OK, tu amènes, mais tu fais ça en projet. C'est-à-dire, si tu viens avec l'idée d'en faire quelque chose de concret dans lequel c'est toi qui t'impliques. C'est pas juste, tu lances une idée comme ça et puis ça peut être une super idée, ça se met jamais en œuvre, en fait. Il y a toujours, effectivement, il y a une vraie culture de gestion de projet, alors, chez vous, en fait, si je comprends bien. Oui, de faire, pas que ouais, de faire. Oui, parce que je pense que parfois, bah, il y a des idées géniales, mais enfin, si on sait qu'on n'y arrivera jamais et que ça va mettre 5 ans et que, enfin voilà, c'est aussi, c'est difficile. Donc, on essaie d'avoir parfois même découper des idées en mini-projets pour pouvoir les mener, parce qu'on sait que si c'est un projet à lui-même très très conséquent, on peut le découper aussi pour que chacun puisse mener des morceaux. Mais oui, on est tout à fait dans cette culture du apporter des idées. On avait aussi fait, par exemple, là récemment, on avait fait une pizza party, c'était un midi pour justement faire éclore un certain nombre d'idées. Puis après, on a voté sur les idées qui nous semblaient tous ensemble, hein, toute la société, les idées qui nous paraissaient les plus pertinentes. On en a retenu 2. Et puis maintenant, il y a deux, chacun qui veut on a demandé s'il y en a qui voulaient se proposer sur telle ou telle idée pour accompagner le groupe. Et puis maintenant, il y a 2 petits groupes qui travaillent sur les 2 idées qui ont éclore lors d'un déjeuner tous ensemble, où chacun avait balancé au départ. L'idée, c'était d'ouvrir et de vraiment sortir un maximum d'idées, parfois saugrenues, pour ensuite restreindre, parce que bon, forcément, parfois il y a des trucs, mais c'était le but aussi, c'était d'ouvrir toutes les idées possibles pour après restreindre, parce qu'évidemment, on peut pas mener 60 idées. À la suite. Donc oui, le processus de divergence et de convergence, en fait, d'idées après pour pouvoir hiérarchiser. Voilà, de la part des collaborateurs. C'est ça qui était aussi intéressant, c'est qu'après tout le monde a voté, donc forcément, finalement, ça a aussi amené, même ceux qui n'avaient pas eu l'idée, quand ils ont voté pour l'idée, parce que finalement, ils se sont dit, il a eu une super idée, c'est sympa, et puis ils se créent des petits groupes comme ça assez naturellement. Donc c'est cette culture, alors forum de décision, ça veut dire que le forum, il est ouvert à tout le monde, en fait? Alors non, je dis forum de décision dans le sens où justement, je voyais que quand on a racheté, il y avait énormément ça passe chez un tel, puis chez un tel, puis chez un tel, puis chez un tel, enfin ça remontait, ça voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous, souvent, on me dit, est-ce qu'on peut avoir 15 minutes de points sur tel sujet? Et puis on fait des petits points rapides, on n'attend pas, et là on peut décider assez vite, quoi, souvent, de mettre en place tel ou tel action, projet. Exactement. Donc c'est plus en fait d'être très réactif dans est-ce que cette semaine on peut avoir même 15 minutes. Alors si c'est un peu plus long, parfois ça peut être la semaine suivante, mais je veux dire en tout cas de se dire qu'on peut avoir sur un thème précis rapidement
des petits points de décision avec soit le manager, soit si c'est vraiment quelque chose de structurant avec nous, soit, enfin voilà, et à tout niveau, c'est des choses qu'on fait régulièrement sur des points particuliers. Donc des points rapides, des rituels de points rapides pour éviter de se dire d'une réunion à l'autre, en fait, on n'attend pas les réunions pour prendre la décision. C'est ce qui accélère le processus de décision. Exactement, exactement. Et ça peut Yeah. être, voilà, parfois il suffit d'un quart d'heure. En plus, on a très vite, en tout cas, dit oui, on creuse, c'est super, on continue. Et puis, voilà. Oui, le stop and go, en fait, est dit assez rapidement. Ouais. Et collaboratif, parce qu'en fait, comme vous dites, c'est démocratique. N'importe qui peut décider. Alors parfois, c'est pas avec nous d'ailleurs, il n'y a pas toujours besoin de. Mais voilà, qui peut vite dire est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, j'aimerais avoir une vision. Voilà. Ce qui reste toujours plus dur, hein, je le vois encore aujourd'hui, pourtant on essaye, c'est quand même le transverse entre des équipes très variées ou très différentes même parfois. Ça reste toujours un petit peu plus compliqué. Ça dépend vraiment énormément des managers. Je dis toujours, il faut que les deux managers travaillent très très bien ensemble pour qu'ensuite les équipes... Et c'est d'autant plus compliqué si on est très transparent avec le télétravail. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, au sein d'une équipe, la cohésion reste très forte chez nous, je trouve, et même si, comme ils se retrouvent quand même à peu près les mêmes jours, etc., dès lors qu'on connaît moins pour peu qu'il y ait des gens qui soient moins croisés, qui se connaissent un peu moins parce que télétravail, etc., et qu'il faut travailler sur des sujets transverses, c'est un petit peu plus compliqué. Et qu'ils ne soient pas là le même jour, etc. Donc forcément, on fait des Teams, mais des Teams, ce n'est pas quand même la même valeur que d'être assis devant un café. Enfin, voilà. Et donc, du coup, dans cette organisation, là, à votre avis, Karine, vous avez 100 collaborateurs, hein, c'est ce que vous m'avez dit? Une centaine? Ouais. Est-ce que ce modèle-là, à votre avis, de leadership, il va être, ou d'organisation et de rapidité d'exécution comme ça, est-ce qu'il peut être jusqu'à combien de collaborateurs est-ce qu'il peut se mener, en fait? Je pense que ça dépend. Pour le coup, je prends toujours le bon de tout. Donc, j'ai travaillé au tout départ, j'ai commencé chez McKinsey. Il y a plus de 20 000 collaborateurs, etc. Mais c'était toujours des projets par 3 à 8, on va dire, maximum. Et pour autant, vous voyez que ça fonctionnait très bien. Je pense que ce n'est pas un hasard. C'est quand même des boîtes qui ont éprouvé un certain nombre de modèles et de questionnements avant. Et donc, en effet, ce que je pense, là où ça se dilue, c'est plus dès lors qu'on... En fait, quand il y a trop de monde, personne décide. C'est vraiment une chose que j'ai compris avec le temps, puisque chacun attend de l'autre, ou même même dans une réunion, au final, l'autre va prendre le lead, c'est comme dans un mail, en fait. Quand il y a un mail où il y a trop de choses, personne ne sait exactement qui est censé répondre, ou voilà. Donc, en fait, je pense que ça peut Alors, je pense qu'il y a comme on le disait, une question du secteur quand même, puisqu'on sait aussi qu'il y a des secteurs où la vitesse ne peut pas être la même factuellement. Voilà. Et la deuxième chose, évidemment, la taille, on sait que ça se dilue avec la taille, et c'est compliqué. D'ailleurs, on se bat tous les jours pour garder cet esprit très entrepreneurial. Et en fait, au fur et à mesure qu'on grossit, c'est plus dur. C'est plus dur parce que déjà, forcément, on peut pas être autant en contact avec tout le monde en tant qu'entrepreneur qu'avant, etc. Donc ça se dilue. Mais le tout, c'est d'avoir des bons relais, je pense, former quand même des sous-équipes dans les différents projets, d'avoir des équipes quand même assez courtes. Puis évidemment, la motivation est centrale dans tout ça. C'est évident. Et Karine, en fait, donc si vous parlez de culture entrepreneuriale, une culture, on sait que ça s'appuie sur des valeurs, en fait. Ça serait quoi vos valeurs, en fait, les valeurs que vous défendez et que vous incarnez tous les jours, en fait, ou vous efforcez d'incarner, parce que c'est pas toujours évident. Alors là, c'est marrant parce que justement, d'ailleurs, peut-être qu'un jour là, on devrait le refaire, mais on avait fait justement parce qu'en fait, on grandissait sans trop se poser ce genre de questions, ça se faisait naturellement. C'est souvent le propre des petites entreprises au départ. Puis un jour, on s'est dit bon là, quand même, on a croissance, etc. Il faut poser, il faut les écrire. Elles sont induites, mais il faut les poser, les valeurs. Et donc, on avait fait on fait régulièrement ces petites pizzas parties. On se retrouve tous le midi. Et on leur a dit, chaque groupe, on a fait des groupes de 5 personnes et donnez-nous chacun les valeurs que vous pensez qui représentent bien notre boîte. Et donc, à ce moment-là,
à la fin, évidemment, chacun a présenté. On a retrouvé énormément de valeurs communes, ce qui montre que vraiment, même sans les mettre sur le papier, tout le monde, à peu près, les différents groupes avaient vraiment à peu près, alors pas toujours exactement le même mot, mais les mêmes sens, les mêmes, voilà. Et donc, son est l'entraide. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel chez nous. On essaie de vraiment garder cette cohésion, cette entraide au sein des équipes. C'était le premier terme qui est revenu sans cesse. Donc, l'entraide. L'autre, c'est l'excellence. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais en tout cas, c'est dans l'excellence d'exécution, d'essayer d'être toujours... Voilà, on est dans des business ultra concurrentiels. Et je pense que si on n'a pas une excellence d'exécution, on ne survit pas. Donc voilà. Voilà. Après, on a l'innovation. Pour nous, c'est essentiel. On a l'innovation parce que on travaille aussi, voilà, dans des métiers qui sont disruptés tous les jours. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur et de façon dans notre quotidien. Hein, alors ça aussi, ça peut effrayer, mais en réalité, moi, je pense que c'est au contraire une chance incroyable et que c'est une autre façon de pouvoir voir des choses qu'on ne voyait même pas, parce qu'aujourd'hui, ça permet de traiter des datas qu'on ne regardait même pas. Enfin voilà, donc c'est pas... pour moi, j'essaie toujours d'expliquer que l'innovation, c'est souvent quand même aussi, même pour les gens, de nouveaux outils qui vont les aider. Ça veut pas dire, parce qu'on a quand même besoin d'outils et d'outils les plus performants possibles. Donc, innover, il ne faut pas qu'il y ait de crainte par rapport à ça. Ouais, non, au contraire. Au contraire. Enfin, on essaie d'avoir, même de leur demander de proposer des choses innovantes. Mais là, par exemple, une collaboratrice proposait, là, il y a encore là, bref, sur des choses pour les vidéos, d'améliorer avec pas mal de vidéos, etc. Donc, enfin, on essaie de toujours, au contraire, proposer que ce soit via des outils, via des idées. Enfin, voilà, l'innovation. Qui est voilà, évidemment la troisième valeur. Et puis la quatrième, c'est le sens, alors c'est le service client, donc c'est dans le sens serviciel, toujours penser à de nouveaux services possibles. À Noël, j'aime bien que chacun fasse un peu des calls avec des clients, parce que en fait, on les voit pas, nous, on est dans du e-commerce, donc on ne les voit pas. Et donc souvent, on oublie, je leur dis toujours, mais à la fin des fins, tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour le consommateur. Donc si on ne leur parle jamais, on perd donc j'aime bien qu'à Noël, quand le service client déborde un peu, tout le monde puisse aider, prendre quelques calls, etc. Ce qui, au-delà du fait d'aider le service client, aide aussi tout court à chacun à se rendre. Alors, il y a quelques-uns qui ont du mal parce qu'ils sont moins à l'aise avec les clients, donc on leur impose pas, mais voilà, l'IT, ils aiment pas trop parfois, etc., mais c'est pas grave. Mais on essaie au moins qu'il y ait cette ambiance un peu de Noël qui est marrante et qui est sympa. Alors, évidemment, c'est qu'une fois par an et sur des périodes ponctuelles, parce que voilà, mais c'est aussi ce sens du service client. Voilà pour nous les 4 valeurs qui ont émergé. Je reviens sur l'entraide. Concrètement, parce que c'est une super valeur et en fait, toutes vos valeurs sont très bien. Celle-ci, elle ressort souvent, en tout cas, comme un vœu pieux dans les entreprises, mais elle est très, très difficile à mettre en œuvre. Elle était déjà, elle était dans l'ADN, en fait, où elle s'est développée, où vous l'avez fait, et comment, au quotidien, ça veut dire quoi, en fait? Quelqu'un qui doit venir, il doit avoir est-ce que ça veut dire en fait, déjà, il y a une phrase qu'on déteste, c'est pas mes prérogatives, c'est pas mon... Voilà. Ça, voilà. Et moi-même, je pense qu'on montre... C'est l'exemplarité aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, si j'ai des collaborateurs qui ont besoin d'aide sur quelque chose, etc., que j'ai déjà fait, même si j'ai plus le temps de le faire au quotidien, mais qu'ils ont besoin d'aide, ça m'est déjà arrivé de lui dire, t'inquiète, je vais te le faire, concentre-toi sur ça, etc. Donc, je pense que quand on montre l'exemple, les gens suivent aussi. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein. Je pense de toute façon, un manager, la première qualité pour moi, c'est l'exemplarité. Voilà, donc, et je pense que aussi, naturellement, ça c'est... Alors, peut-être aussi, il y a une équipe jeune, donc ils sont assez parfois aussi copains. Enfin, voilà, il y a un côté... est-ce que je peux t'aider? Et on avance, et puis s'il y en a un qui est pas là, l'autre prend le relais, ou s'il est débordé par un truc, est-ce que... Voilà, il y a ce côté qui s'est fait assez naturellement au sein des équipes au fur et à mesure du temps. Alors évidemment, il y en a qui le sont... Enfin, il y a des gens, c'est toujours la même chose, hein, il y a des gens qui ont plus ou moins cette valeur déjà en eux, il y en a beaucoup qui l'ont, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est pas mon rôle, c'est une phrase qu'on aime peu. Qu'on aime peu. Karine, dans les minutes qui nous restent, il y a pas mal de questions dans le chat.
Ce que je vous propose, c'est de les regarder et de les piocher, en fait, et de répondre à celles qui vous laissent la possibilité de Ouais, répondre je assez regarde rapidement. rapido. Donc, autonomie, responsabilité, délégation, absolument. Bonjour, tout le monde vote, y compris. Alors, nous, tout ce qui est logistique est externalisé. Donc, j'avoue que nous n'avons que des gens dans les bureaux. La logistique est une société qui n'est pas la nôtre. Donc c'est évidemment ils n'interviennent pas dans les décisions de la société. Bonjour Karine, insistez dans vos missions de management. Alors moi, je ne fais pas de mission de management de transition réellement, puisque c'est des boîtes que justement je garde et que j'aime et que je chéris après. Donc c'est pas des missions de 3 mois ou de 6 mois où je quitte. Mais oui, évidemment que donner du sens et donner du sens non seulement pour l'entreprise, mais ce qu'on disait, la second hand, la fabrication française, mais aussi au quotidien dans leur travail, oui, c'est évidemment éminemment important. Après, du turnover, je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde de turnover, d'autant plus dans notre secteur où on est à Paris, dans le e-commerce, il y a du boulot et que honnêtement, la moyenne d'âge est ultra jeune. Je parlais encore à un des jeunes qui nous a rejoints. Là, de toute façon, il est que en alternance, mais il me disait, moi, de toute façon, par définition, mon premier job, je le vois 2-3 ans grand max, quoi. Et donc, oui, on va pas se mentir, on est dans une nouvelle ère. Moi, je pense que c'était pas forcément comme ça, voilà, mais on a une équipe très jeune, donc oui, on essaie de limiter, mais il y a du turnover, ouais. Et qu'est-ce qui les motive, Karine, ces jeunes? Parce que vous les avez, et souvent on se pose la question, c'est quoi la motivation des jeunes et quels sont, vous qui les côtoyez au quotidien, justement, c'est quoi leur moteur aujourd'hui? Enfin, ils ont plusieurs moteurs de motivation, mais est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a Je quelque trouve chose qui est enfin, moi, j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que je trouve que c'est tellement lié à chacun. C'est là où un bon manager sait travailler, c'est que, honnêtement, et heureusement, on n'a pas tous les mêmes motivations, les mêmes envies, les mêmes. D'ailleurs, heureusement, le monde serait triste. Voilà, et donc, alors oui, on parle beaucoup de la génération qui a besoin de sens, etc. Mais je trouve que oui, mais je trouve que c'est surtout propre à chacun et comprendre les leviers de chacun. Et heureusement, on a tous des envies différentes et puis il faut vivre avec ces envies variées et qui font la richesse de notre entreprise et du monde tout court d'ailleurs. Voilà. Il y a d'autres questions qui sont Ouais, super je regarde. dans le chat. Avez-vous établi des métriques pour le service client et collaborateur? Oui, on a des métriques. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le peu de temps imparti, mais oui, on mesure tout ça. Quel modèle de croissance Oui, alors c'est vrai que nous, on a fait beaucoup de création. Enfin, j'ai créé la première entreprise où j'ai vraiment tout fait toute seule, quasiment au départ. Au départ, vraiment toute seule. En revanche, on a beaucoup cru par croissance externe. On a fait beaucoup d'acquisitions. C'est notre business model. C'est vraiment de racheter et d'intégrer l'IT, la logistique, le service client, enfin tout ce qui ne se voit pas pour le consommateur est mutualisé. Et donc oui, ça c'est vraiment notre business model. Donc avec en effet du coup des moments, en tout cas, c'est pas du management de transition, mais des moments de transition, puisque évidemment chaque rachat apporte ces enjeux, pardon, et c'est différent, ces réflexions, chaque acquisition est évidemment propre et différente. Je vois aussi le dernier, mixité des générations. Alors, on me pose souvent, parce que je suis une femme, mixité déjà des sexes, je le dis, je n'ai jamais cherché à favoriser ou dire qu'il fallait une mixité homme-femme absolue, mais il se trouve que c'est quand même assez mixte chez nous et qu'on est à peu près à moitié-moitié. Mais j'ai toujours tendance à dire que c'est purement... j'ai toujours pris en fonction des qualités des candidats et pas en fonction du fait que ce soit une femme ou un homme. Et en génération, on a quand même une mixité, puisqu'on on a quand même des gens, mais au global, parce qu'on est dans des métiers du web et que c'est vrai que par exemple, pour gérer les réseaux sociaux, etc., on a quand même beaucoup de jeunes, parce qu'il y a des métiers assez jeunes, parce que on a quand même globalement, je dirais, une moyenne d'âge assez jeune. De par le métier, mais bon, on a aussi des gens qui ont une cinquantaine d'années, etc. Mais on a quand même un profil de collaborateurs jeunes, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et parfois, même si je suis une jeune, mais moins jeune qu'eux, clairement, il faut réfléchir comme eux, ou en tout cas essayer de comprendre comment eux réfléchissent. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce sera le mot de la fin, parce que je pense que c'est extrêmement
éclairant aussi, Karine, sur il faut s'adapter. Et vous n'avez pas dit c'est à eux à s'adapter en fait. Oui. C'est à vous, à maintenant, enfin à nous, génération, parce que je me mets dedans et je suis encore moins jeune que vous. Et Non, on est des jeunes, moins jeunes, c'est tout, Muriel. on va dire ça comme ça, merci. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à, à ces générations-là, en fait, pour pas pour justement les inclure et c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils voient l'entreprise eux, même si c'est différent, accepter ça et accepter qu'on peut avoir des valeurs ou des leviers de motivation qui soient différents de ceux qu'on avait, en fait. Donc, et qui fait qu'il y a des cultures différentes qui se mettent en œuvre. Donc, écoutez, merci Karine, merci. J'espère qu'elle a pu répondre à toutes les questions. En tout cas, merci d'avoir saisi les questions comme ça. Merci à vous tous d'avoir posé ces questions-là. J'espère que vous avez passé un bon moment d'inspiration. Merci Karine de nous avoir partagé ces 2 aventures-là, qui sont ces aventures humaines entrepreneuriales avec autant de passion et d'avoir essayé, même si c'est compliqué quand on est dedans, en fait, c'est toujours ça, de décortiquer quelles étaient les Oui, clés il y a tellement de pour choses qui se pouvoir, naturellement. pour Merci. pouvoir voilà. Ouais, pardon. Bon, allez-y Karine, Non, allez-y. non, je dis c'est toujours dur, voilà, parce qu'on le vit, donc quand on le vit, on le décortique pas toujours, mais en tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Merci Muriel aussi de m'avoir reçue. Je vous dis à très bientôt, passez une très très belle journée et puis on se retrouve le 20 octobre. À Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Bonne